of the shadow, oh I know. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ma vie, mon combat. Une toute nouvelle émission dont j'aurai le plaisir de vous présenter une fois par mois. Aujourd'hui, j'ai deux personnes, deux invités très intéressants qui sont là, qui ont un point en commun tous les deux, la leucémie. Ils viennent pour nous parler de leur vie, de leur combat de tous les jours. C'est très intéressant. Je vous propose de les accueillir avec moi. Bonjour Corinne. Bonjour Venise. Bonjour Amine. Bonjour Venise. Comment ça va? Pour moi, ça va, hein? Ça va. Alors Corinne, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours. Présentez-vous, dites-nous qui vous êtes. Alors, moi, je suis Corinne Tognier. Je suis active au niveau association et du bénévole. Je suis également présidente fondatrice de l'association Acute Courage Ulysse Tognier. Et j'ai plusieurs casquettes, hein. Comme je l'ai dit auparavant, je suis vraiment très engagée au niveau vie associative. Donc, je suis également vice-présidente de la coordination France Moelle Espoir. C'est une coordination qui regroupe plusieurs associations, en fait, qui ont le même but, le même combat, la sensibilisation au don de la moelle osseuse. Et je suis également vice-présidente de la Fédération des femmes d'Afrique, de France et de l'Europe, qui s'appelle la Fédération IFAFE. Donc voilà, je suis la présidente de la CUT qui a été créée en 2012, maman de 3 enfants, mariée, et dont j'ai perdu un. Un qui était mon aîné, Ulysse, c'est son combat, la CUT, c'est son rêve, c'est Ulysse qui nous a chargé de cette mission-là, créer la CUT, qui lui tenait à cœur. Donc nous ne faisons que donner vie, nous n'avons fait que donner vie à son rêve en suivant ce qu'il nous avait dit, la CUT qui sensibilise vraiment au don de la moelle osseuse. Nous faisons la prévention de la santé, la prévention et la sensibilisation de la santé dans les quartiers, les villes et la ville. D'accord. De toute façon, on va encore en parler tout en restant justement sur le même sujet dont vous êtes là pour ça justement. Donc, on va déjà aussi passer la parole à Amine. Amine, dont je disais tout à l'heure que vous avez un point en commun tous les deux, puisque vous aussi, vous vivez à peu près la même situation que Corinne. Vous avez un enfant qui était aussi malade. Parlez-nous un petit peu, déjà présentez-vous et parlez-nous un petit peu de votre combat que vous menez depuis maintenant un bon bout de temps. Avec plaisir. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et l'occasion qui nous est donnée à travers cette tribune d'exprimer un petit peu notre combat. Alors, je suis Amine Mekissi, ingénieur en informatique et récemment élu président de l'association Ensemble contre les leucémies, une association qui a été créée en 1998 autour d'un enfant atteint de leucémie à l'époque, le petit Tommy qui a très bien grandi depuis, il a 32 ans, et il a pu bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Donc on se mobilise à travers nos actions et tout pour apporter notre aide aux familles atteintes de leucémie. C'est de l'aide, une aide morale et financière, et aussi on œuvre aussi pour améliorer leurs conditions d'hospitalisation au sein des hôpitaux. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai eu mon fils qui était atteint d'une leucémie, une des plus méchantes malheureusement de leucémie, qui touche généralement beaucoup plus les adultes que les enfants. Il s'agit de la leucémie aiguë myéloblastique. À l'époque, il avait 3 ans. Donc après 2 ans et demi, 3 ans de combat, le jour où les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui, si ce n'est faire un traitement chimiothérapique, et là il fallait trouver un donneur compatible. Alors on aura l'occasion peut-être d'en discuter après. Il s'agit d'une compatibilité et tout. Il a une sœur et un frère qui n'étaient pas compatibles avec lui.
Et du coup, on a dû attendre de trouver un donneur anonyme sur les registres nationaux. Après le registre international, on a eu quand même la chance d'avoir un donneur compatible qui était inscrit sur le registre brésilien. D'accord. Donc, Alors, on voilà. va justement en venir, mais lorsque justement un médecin vous donne ce diagnostic que votre fils est atteint de la leucémie, à quoi vous pensez? Quelle est la première chose qui vous passe à la tête tous les deux? Moi, je vais d'abord répondre parce que moi, personnellement, l'histoire, bon, la leucémie et l'aplasie, ce sont des maladies du sang, hein. Moi, personnellement, mon fils, il souffrait d'une maladie rare du sang qui s'appelle l'aplasie médulaire. Et l'aplasie médulaire, ça peut être aussi une alerte, ça peut être post-leucémique. Donc, lui, il n'a pas pu bénéficier d'une greffe. Et cette maladie, en fait, c'est une maladie qui n'a pas d'origine connue. Parce que lui, Ulysse, mon fils, il s'appelait Ulysse. Donc, lui, quand on a découvert la maladie, en fait, il avait 6 ans. Il avait 6 ans et demi. Donc, pourtant, c'est un enfant qui était né normalement. Il n'était presque jamais malade. Donc, du coup, c'est comme ça. Il a eu un petit malaise. On l'a amené à l'hôpital plusieurs fois. Il a fait des malaises. Il a été amené aux urgences. Mais jamais, ils n'ont pensé à faire un prélèvement, prélèvement sanguin. Donc, au bout de la 3e fois, j'ai quand même dit à mon mari, parce que moi, au bout de la 3e fois, j'ai dit au médecin, faites-moi quand même un papier que je suis venue plusieurs fois. C'est pas normal. Si un enfant a des malaises, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est une alerte. C'est une alerte. Donc, au bout de la 4e fois, j'ai dû insister pour qu'on fasse le prélèvement. Et en faisant le prélèvement, ils ont découvert que les 3 lignées sanguines étaient basses. Donc, il y avait une aplasie. Donc, c'est-à-dire que la moelle ne fonctionnait plus. Donc là, vous apprenez tout ça à partir de ce moment-là. J'apprends ça comme ça, à ce moment-là. Je ne sais même pas ce que c'est, je n'avais jamais appris. Je ne savais pas ce que c'est que cette maladie. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? En fait, on ne réalise pas, en fait. On ne réalise pas parce que les personnes qui sont devant vous, déjà, je n'ai pas vu, c'est un interne parce que ça a pris tellement du temps pour qu'on nous le dise. Parce que déjà, il y avait un loupé au départ parce que j'ai dû insister pour qu'on fasse le prélèvement. Et maintenant, en faisant le prélèvement, il y avait un diagnostic grave derrière, mais il n'avait pas le courage de me le dire. Et à quel moment C'est un interne qui est venu tardivement me dire oui, il a une anomalie au niveau du sang. Mais on verra si c'est dû aux médicaments ou il m'a demandé s'il prenait un traitement et tout, ou peut-être qu'il a eu un virus. Quand il me raconte ça, c'est comme si c'était quelque chose qui allait passer. Donc moi, en tant que maman, et je travaillais quand même dans le domaine paramédical, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis dit, mais s'il a un problème sanguin, comme on me dit, je regarde le bilan, je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose peut-être de grave, peut-être qu'il a une leucémie. Donc j'ai pensé directement à la leucémie. Je ne suis pas restée là comme maman, je suis allée ailleurs dans un hôpital qui était spécialisé, Robert Debré, et là-bas, la prise en charge a été immédiate. Et donc là, on a fait un myélogramme, voire vraiment aller chercher pour voir ce qui se passait. Et de là, on a su que c'était l'aplasie. Donc, une maladie grave. Le médecin, je tire chapeau, je suis reconnaissante envers ce médecin-là parce que je préfère qu'on me dise les choses. Bien sûr. Elle m'a appris, elle m'a dit, c'est quelque chose il a une maladie vraiment grave. Et donc, elle m'a rassurée en même temps. Elle m'a dit, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, les traitements, il existe des traitements, ça peut être long. Donc, quand on vous dit ça, vous savez, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bien sûr. Donc, je me suis dit, il faut que je sois forte pour accompagner mon enfant dans ce combat qui peut-être sera difficile. On ne sait pas d'où ça va nous amener. Au fil de l'eau, les choses s'aggravaient, la maladie s'aggravait. Et au bout d'un an, il y a son deuxième frère qui va en colonie, qui revient, qui est malade. Et on me dit, le médecin m'appelle. Je l'amène chez le pédiatre fait un bilan sanguin. Elle m'appelle après, le soir, elle me dit, vous êtes chez vous? J'ai dit oui. Elle me dit, est-ce que vous êtes debout ou vous êtes assise? Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, il faut que vous veniez me voir. Je lui dis, dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai déjà l'habitude. Elle me dit, oui, Thomas a la même chose qu'Ulysse.
peut-être pas, mais ça y ressemble. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? En fait, nous, au début, on nous avait dit que ce n'était pas une maladie. En fait, c'était une maladie qui avait une cause inconnue. Mais plus les choses évoluent et plus je me bats, parce qu'il faut savoir que la maladie a été détectée en 2006 et Ulysse a quand même été malade jusqu'en 2012. Il n'a pas pu bénéficier d'une greffe, comme il a dit tout à l'heure. Il n'a pas eu la chance de pouvoir trouver un donneur compatible. Parce que cette maladie-là, malheureusement, la seule chance de guérir pour les malades aujourd'hui est de bénéficier d'une greffe de la moelle osseuse. On parlera aussi tout à l'heure de, Voilà. de la compatibilité des personnes qui sont peut-être autour de vous, de la famille. Et vous aviez organisé un gala il y a presque 2 ans maintenant où vous disiez justement qu'une personne de race blanche ne peut pas donner, une greffe de moelle osseuse à une personne de race noire. Donc, ce n'était pas compatible en fait. Donc, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc, Amine, vous pouvez nous dire aussi ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a annoncé cette triste nouvelle. Comment vous l'avez appris? Alors, pareil que Corinne, hein, au fait, Ilyes, mon fils qui était atteint de leucémie, était un enfant très actif. C'était d'ailleurs parmi son frère et sa sœur le premier, quand on dit qu'à table, il faut se mettre à table, c'était le premier à être à table. Donc, et bizarrement, du jour au lendemain, il n'avait plus d'appétit, Le goût à rien. plus d'appétit, il ne mangeait pratiquement plus. Ça nous a quand même tout de suite alerté parce que ce n'était pas dans sa nature. D'accord. Et du coup, on décide de l'emmener chez le pédiatre qui, la première fois, alors on n'a pas réussi à voir le pédiatre, il était en vacances, on a eu une remplaçante qui a pensé à une allergie parce qu'il avait aussi genre de gonflement au niveau des yeux et tout. Donc elle a pensé, il a été diagnostiqué en avril 2016. Donc c'était en pleine période d'allergie et tout. Elle pensait beaucoup plus à une allergie. Donc on nous donne tout bêtement des gouttes et honnêtement on n'était pas convaincus. Donc on a essayé de voir notre pédiatre et là pratiquement tout de suite il était d'un certain âge, le pédiatre, très expérimenté, et je pense qu'il l'a senti. Je pense qu'il l'avait déjà à travers, là avec le recul, on voit les examens qui sont faits pour les enfants et tout. Mais à travers les examens qu'il a fait et tout, c'était précis, c'était même par rapport aux examens qu'il avait prescrits. Il vous le fait comprendre tout de suite? Non, pas du tout. Mais il ne voulait pas c'est-à-dire précipiter les choses, il voulait vraiment confirmer. Donc il nous donne une prise de sang à faire, on fait une prise de sang. Et là, déjà, au niveau du laboratoire, quand le résultat sort, il y a la laborantine ou la technicienne de laboratoire qui nous dit « Monsieur, il faut essayer d'aller en urgence vers soit un hôpital, soit votre médecin, et vous expliquera la situation. » Alors, ça vous fait peur d'un coup, oui, là déjà, mais on s'attend à tout. Au pire, pour moi, c'était une anémie, une forte anémie qui nécessitait une hospitalisation. Vous voyez, arrivé chez le pédiatre, donc il regarde les résultats et là, il nous annonce la leucémie. Alors, je peux vous dire que le monde s'effondre. Exactement. Et là, on bascule, je dirais, d'ailleurs, on n'est pas... C'est-à-dire que ce soit mon épouse et moi, on n'est pas les seuls dans cette situation. On bascule dans une autre dimension en fait. Est-ce que vous connaissiez déjà cette maladie? Non, pas. Je la connaissais de nom. Vous avez entendu parler, mais je la connaissais de nom et en plus pour moi, elle touchait beaucoup plus les adultes, les vieilles personnes. Mais une leucémie chez un enfant de 3 ans, pour moi, c'était inadmissible. Et en plus, quand on met un enfant au monde, on s'attend à tout.
On le voit déjà, c'est-à-dire avec son premier diplôme, ses premières amours. On le voit même déjà se marier. Vous voyez, on ne le voit pas traverser une épreuve pareille. Et là, à ce moment-là, et là, il y a un sentiment mitigé entre une culpabilité profonde, parce que notre rôle autant que parents, c'est de protéger nos enfants. Et quand on dit protéger, c'est vraiment de toute agression extérieure. Exactement. C'est vrai que les maladies, on n'y peut rien, mais on se dit où est-ce qu'on a failli? Est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est un patrimoine génétique légué? Est-ce que c'est un héritage génétique alors qu'il n'y a pas eu forcément de maladie au sein de ma famille? Est-ce qu'on a donné, je ne sais pas, un aliment qu'il ne faut pas, avec tous les maintenant et tout. Alors, on a failli quelque part. Le premier sentiment, c'est un sentiment de culpabilité. On n'a pas joué, on n'a pas fait notre job de parent. C'est clair. Et après, on se renferme. On est nous trois. Et vous dites que votre vie va changer, ne sera plus jamais pareil. Oui, certainement. Et là, on a beau avoir le soutien extérieur, les mots ne suffisent pas plus. Et on a beau avoir un réconfort moral, mais... Justement, où est-ce que vous allez chercher en fait ce courage lorsque vous apprenez une nouvelle aussi terrible, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous dites ça y est, je peux plus retourner en arrière, ma vie va changer, notre vie va changer, et sachant que vous êtes tous anéantis, comment vous trouvez justement cette force pour pouvoir continuer et montrer à votre enfant que vous êtes là pour lui et que vous allez avancer quoi qu'il arrive? Alors, on l'accueille par rapport à l'enfant. Donc, l'enfant aussi, ils sont balèzes. Si il fallait, je sais pas, garder je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est une leçon de morale. Et une leçon de courage plutôt. Une leçon de courage, il nous donnait vraiment... je pense qu'on a beaucoup plus appris de nos enfants. On n'est pas les seuls dans cette situation parce qu'on côtoyait d'autres familles et tout. On croyait les premiers temps que c'était une exception. Oui. Mais non. Au fait, ce qui fait leur force, je pense, c'est leur insouciance et leur envie de vivre la vie à pleines dents. Ils savent qu'effectivement, ils sont malades et c'est grave. Alors, est-ce qu'ils mesurent à quel degré? Je ne sais pas. Mais pour eux, c'est un moment difficile à passer et ils le passent. C'est la leçon de courage, c'est bien nos enfants. Eux-mêmes. Vous êtes d'accord avec franchement, ça? nous... Oui, ce que je dirais, c'est que les enfants, malheureusement, les enfants qui sont atteints de maladies graves, ce sont des enfants qui sont en avance de leur temps. Ils sont trop en avance, ils prennent ça comme, je ne sais pas comment dire, ils ont tellement de la force, ils sont tellement avancés par rapport à leur... la maladie les endurcit, la maladie je ne sais pas, peut-être que la maladie les fait vieillir en fait. Moi, avec mon fils, je disais toujours avec le recul, quand je regarde, même les témoignages qu'il y a eu autour de lui, les gens disaient, mais c'est un adulte dans le corps d'un enfant. Donc c'était un adulte dans le corps d'un enfant. Parce que Ulysse, lui, il avait toujours le sourire, il avait toujours le punch. Même moi, parfois quand j'arrivais là, j'arrivais à son chevet, j'étais là avec lui, on discutait, et quand il y avait quelque chose, il sait que sa maman, le bon Dieu m'a dit, moi j'ai une histoire, que voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que j'ai une recette en fait pour tirer ma force, mais c'est la vie qui m'a formatée, parce que depuis toute petite déjà, j'étais comme ça, j'étais une personne assez dynamique, forte,
Et avec la maladie de mon fils me disait tout le temps, maman, quand j'essayais de lui dire, j'aimerais être à ta place, il me disait non, je suis bien à cette place. Si je n'étais pas là, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je deviendrais moi? Donc je suis bien à cette place et toi tu es bien à ta place. Et du coup, aujourd'hui quand je reste, je pense à lui, à nos conversations, je me dis, je ne sais pas, je me pose toujours la question, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce qu'il savait qu'il allait partir? Mais je pense que quelque part, il savait. Parce que quand je pense à son discours, il disait toujours, tout ce qui arrive dans la vie est écrit et programmé. Comment voulez-vous qu'un enfant de 10 ans vous dise ça? Tout ce qui arrive dans la vie est écrit et programmé. Donc lui, il était d'une sagesse, il avait déjà tout vu, il avait vu que la maladie malheureusement dont il souffrait, on était dans un tunnel. On ne pouvait pas s'en sortir, il ne pouvait pas s'en sortir, on ne voyait pas l'issue du trou noir que nous étions. Et moi, parfois quand je le regardais, je ressentais ça. Malheureusement, heureusement, une maman et son enfant, on l'a porté, je l'ai porté. Et cet enfant-là, il a commencé à souffrir dans le ventre. Donc j'ai créé avec mon fils, déjà dans le ventre, on a créé notre cocon ensemble. On était une famille avec son frère et sa sœur, son papa. Mais lui et moi, on a vécu une histoire qui a commencé depuis déjà dans le ventre. Et à 6 mois, j'ai fait, avant son accouchement, on est restés enfermés tous les deux dans une chambre d'hôpital. Donc cette histoire-là, déjà, étant dans le ventre, je voulais lui donner la vie. Donc, pour moi, étant malade, je ne voulais pas le perdre en fait. Donc, peut-être j'ai cultivé inconsciemment cette force à partir du ventre. Donc, peut-être c'est ça qui m'a permis de supporter cette maladie, de l'accompagner. Et je suis, comme il me disait, maman, quoi qu'il arrive, je compte sur toi pour mener le combat. Donc, pour moi, il m'avait légué d'une mission. Je n'ai pas le droit de faillir. Alors justement, parlons-en de cette mission puisque vous avez tous les deux créé une association et vous c'est Ulysse. Association Courage Ulysse. À quel moment vous avez décidé de créer cette association? Est-ce que c'était pendant que justement votre fils était toujours vivant ou bien après la mort de votre fils? Non, en fait l'ACUT c'est l'histoire d'Ulysse. C'est Ulysse, quand l'ACUT a été créée en 2012, Ulysse est décédé le 13 avril 2012. Donc l'ACUT a été créée, légalisée le 12 mai 2012. C'est Ulysse, quand il était malade, en fait, avec cette maladie que je vous ai parlé, la plasie médulaire. Oui. À l'époque, on disait la plasie médulaire idiopathique, cause inconnue pour lui, parce que on n'avait pas, les médecins ont fait des recherches partout, envoyé l'échantillon du sang chez le plus grand hématologue mondial en Angleterre, qui s'appelle le professeur Ducal. Donc, ça a été envoyé là-bas, on n'a jamais trouvé la cause. Donc, du coup, ils ont dit que c'était idiopathique. Et il a eu les essais thérapeutiques qui n'ont pas fonctionné. Et du coup, lui, sa seule chance, c'était de pouvoir bénéficier d'une greffe. Et malheureusement pour nous, aucun de nous, comme on parlait de compatibilité, pour pouvoir bénéficier d'une greffe, il faut avoir la même histoire génétique, les mêmes origines. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, vous avez parlé de blanc et de noir. En fait, c'est un problème génétique. Il faut avoir la même histoire, les mêmes origines pour avoir plus de chances d'être compatible avec quelqu'un. Quand quelqu'un est malade comme Ulysse, il avait besoin d'être greffé, les médecins font d'abord le typage dans le milieu familial, voir si entre les frères et les sœurs, il y a compatibilité. Mais il faut savoir que pour les questions de compatibilité en don de moelle, c'est très complexe. Même si vous êtes frère et sœur, il y a une chance sur 4 pour être compatible avec son frère. Parce que chaque enfant déjà bénéficie de 50% du patrimoine génétique de son parent, de chacun de son parent. Donc du coup, Ulysse, à l'époque, j'avais Ulysse et j'avais Thomas. Donc on avait fait des tests pour Ulysse et pour Thomas, personne n'était compatible. Ils ont fait pour moi et mon mari, personne ne pouvait pas être compatible à 10 sur 10 avec Ulysse pour pouvoir lui donner ses cellules sanguines ou sa moelle osseuse pour qu'il puisse être greffé. Donc du coup, on était dans cette impasse-là où on ne trouvait pas de donneur. Donc du coup, Ulysse m'avait dit, maman,
quoi qu'il arrive, il avait compris que c'était grave, c'était compliqué. Il m'a dit, quoi qu'il arrive, il faut créer une association pour essayer de sensibiliser la population noire à cette problématique. Les gens, il m'a dit, sensibiliser les gens, parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait cette variance ou quoi, mais on savait qu'il y avait une difficulté de trouver un donneur et qu'on n'en parlait pas assez. Donc, il m'a dit, quoi qu'il arrive, je compte sur toi pour mener le combat. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, puisque peu de personnes savent que justement, il y a ce gros problème de compatibilité avec, que ce soit blanc ou noir, et que nous, chez les Noirs, il y a beaucoup de mal à trouver des donneurs de greffe de moelle osseuse. Et pourquoi aujourd'hui, vous qui travaillez justement pour que ça change, pourquoi à votre avis il y a ce problème-là? En fait, moi, je vais vous dire, déjà, nous, on avait, pendant qu'il était malade, hein, j'ai commencé à faire des recherches et j'avais compris que nous, on ne pouvait pas parce que, et après son décès, le combat qu'on a commencé à mener, et quand on mène un combat, qu'on veut vraiment mener un vrai combat, il faut s'approprier du sujet, savoir ce qui se passe, connaître les causes, les problèmes, les aboutissements et les tenants. Et donc, du coup, nous, on avait constaté, vu les associations, on a fédéré avec d'autres associations, et nous, étant d'origine noire, la problématique pour nous encore, ce qui est plus difficile, c'est que nous, il faut savoir qu'au niveau mondial, il y a une solidarité internationale qui fait que quelqu'un est malade, la personne a besoin d'être greffée, on va interroger un registre parce que chaque pays du monde a un registre. Et nous, déjà, les pays du monde, la France a son registre et chaque pays a un registre. Quand quelqu'un a besoin d'être greffé, on va interroger d'abord le registre français. Et s'il n'y a pas de donneur, on va interroger les autres registres qui sont interconnectés. Donc, nous, les personnes d'origine noire, nous avons encore un gros problème parce que nous, aujourd'hui en Afrique, aucun pays africain n'a de registre, sauf l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un registre que moi j'appelle toujours le registre des Blancs. Parce que nous, les Noirs, on n'a pas de registre. Et nous, la CUT, le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est de sensibiliser les pouvoirs politiques africains, de s'approprier aussi cette cause-là, le don de moelle osseuse, de créer aussi des registres chez nous qui pourront sauver des vies déjà au niveau international et pourquoi pas eux aussi qui commencent à faire cette thérapeutique sur le terrain. Directement. Parce que nous avons pas que la leucémie, pas que la plasie médulaire. Il y a beaucoup de maladies du sang qui sont soignées aujourd'hui grâce à la greffe de moelle osseuse. Mais nous, les populations afro-caribéennes, si on n'a pas de registre dans nos pays d'origine, comment voulez-vous que nos malades soient sauvés? Exactement. Et voilà. Vous, Amine, comment justement avez-vous eu ce don du ciel, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça, ce cadeau qui vous est venu comme ça, comment vous avez fait? Dites-nous un petit peu plus écoutez, sur cette aventure. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un cadeau du ciel. On n'a rien fait de particulier. Je me rappelle d'ailleurs du moment où on nous a annoncé que de toute façon les traitements chimiothérapiques qu'il a reçus jusque-là étaient déjà très très lourds, et vu son âge, qu'il ne pouvait pas continuer comme ça, et seul maintenant un don de moelle osseuse peut lui sauver la vie. Donc on a commencé comme Corinne aussi, et pas mal de familles, à faire un typage interfamilial par rapport aux fratries. Il a une sœur et un frère qui malheureusement n'étaient pas compatibles. Donc là, quand on dépasse le stade de 1 chance sur 4, il faut savoir qu'on joue dans la cour des grands. C'est 1 chance sur 1 million d'avoir un donneur compatible avec son enfant. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, il se peut que mon fils... Pas du tout. Alors quand le médecin me l'a annoncé, je savais très bien, parce qu'à l'époque, j'avais rejoint l'association Ensemble contre les leucémies, et j'ai bénéficié de formation de l'agence biomédecine. Et quand les médecins vous forment
pour être un relais, pour essayer de faire un recrutement actif, pour parler au grand public, essayer de les sensibiliser pour le don de moelle osseuse, ils sont souvent crus. Ils disent les choses comme ils sont. Donc, ils ne vont pas dire dans l'assistance, il y a un papa qui est en attente de greffe, il faut ajuster. Donc, ça veut dire que je l'ai pris très violemment, c'est-à-dire émotionnellement parlant. Bien sûr. C'était très, très violent parce que je savais. À un moment donné, je me suis dit, on avait misé beaucoup sur la fratrie. Mais quand on a eu les résultats, je les gardais pour moi. Personne ne le sait. D'ailleurs, bon, à travers cette émission, tout le monde va le savoir. Mais je les gardais au fond de moi. Je me suis dit, là, il faut vraiment profiter de chaque instant avec mon enfant. Alors, votre femme ne savait pas, votre enfant non plus. Alors, vous étiez vraiment le seul à connaître le diagnostic? Non, le diagnostic était connu par mon épouse, bien entendu, et même par la fratrie, parce qu'ils ont fait le typage. Mais c'est-à-dire la difficulté de trouver un donneur. D'accord. C'est ce qui. Vous voyez, je savais que c'était très très mal parti de trouver, de ne pas trouver. Perd l'espoir. Exactement. Honnêtement, j'avais pas trop d'espoir et ça a duré 3 ou 4 mois et c'était les moments les plus difficiles et cette attente. Franchement, je plains les familles qui sont justement dans cette attente. Est-ce que justement, lorsque vous êtes dans cette attente et puis dans ce parcours interminable, est-ce qu'on vous présente des psychologues? Est-ce que vous rencontrez des psychologues? Vous leur parlez régulièrement? Est-ce qu'il y a vraiment comment dirais-je, un accompagnement dans cette lutte? Alors, je dirais pour les familles très peu. Heureusement, nos enfants malades, ils sont très très bien pris en charge, même psychologiquement, mais c'est ce qui manque parce qu'ils ont une charge vraiment immense. Ils peuvent vous faire une séance ou deux, mais c'est pas régulier. Il y a d'autres centres et tout, et justement, on essaye de pallier à ça à travers notre association, essayer de trouver des thérapeutes, des professionnels qui peuvent apporter leur aide justement à la famille tout entière, parce qu'il n'y a pas que les parents dans cette histoire, il y a aussi la fratrie. La fratrie, c'est les victimes collatérales de ça, et eux aussi, quelque part, ils sont malades. Je peux vous dire qu'après presque 5 ans maintenant de combat et tout, là on est à 2 ans de la greffe, il y a des choses qui ne sont pas réglées au sein de notre famille. Il y a toujours des séquelles qui sont là, des plaies qui sont ouvertes, et c'est tout à fait normal. Et par rapport à justement l'attente, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas au fait. C'est pas comme un traitement, on attend un résultat. C'est là, on est tributaire d'un donneur quelque part dans le monde, c'est même pas, c'est encore pire, il faut qu'il soit compatible à 10 dixièmes, c'est une chance sur 1 million. Alors pour rejoindre ce que disait Corinne, je dirais même plus, une chance sur 1 million si on a la bonne ethnie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les registres internationaux sont basés beaucoup plus en Europe, en Amérique, ou bien en Asie, quelques registres en Asie. Donc, moi, je suis d'origine maghrébine, donc africain aussi. Il n'y a pas de registre maghrébin. Donc, il faut rajouter un 0. Donc, pour certaines ethnies, il faut facilement rajouter un 0. C'est difficile. Donc, c'est pour ça notre combat aujourd'hui, c'est essayer à travers des événements, à travers de la sensibilisation et tout, essayer de sensibiliser les gens, de parler au grand public, surtout les jeunes, pour qu'ils se mobilisent et qu'ils soient veilleurs de vie. Au fait, là, la particularité du don de moelle osseuse, c'est que le donneur,
il n'a rien à donner tout de suite. Il s'inscrit, là il va s'inscrire maintenant, c'est sur internet, dondemoileosseuse.fr. Il reçoit un kit salivaire chez lui, donc avec des bâtonnets qu'il utilise à l'intérieur des joues, c'est bien expliqué, il y a une notice et tout. Il retourne ce kit avec une enveloppe affranchie et tout. Tout est, c'est-à-dire fait dans des conditions pour qu'il puisse vraiment être à l'aise et faire les démarches le plus tranquillement possible. Et là, donc, il est inscrit à travers le kit salivaire, il détermine le typage HLA, c'est la carte, on va dire, d'identité biologique qui va déterminer la fameuse compatibilité avec un potentiel malade en attente de greffe. Donc, il n'a rien à faire, il est inscrit. Et là, on a d'un côté une base de données de donneurs et de l'autre une base de données de malades en attente de greffe. Et quand ça match, on fait appel à ce donneur. C'est pour ça qu'on l'appelle veilleur de vie. Veilleur de vie. Voilà. Alors justement, donc, votre veilleur de vie, vous l'avez trouvé au Brésil, c'est ça? Au Brésil, oui. Au Brésil. Alors comment ça se passe? Quand on vous prévient, on vous dit voilà, bonne nouvelle, nous avons un donneur. Alors à partir de ce moment-là, se déclenche toute une formalité, donc comment ça se passe? Alors déjà, quand on me l'a annoncé, j'étais debout, il fallait que je m'assoie. Parce qu'on est vraiment... Vous sortiez de loin, quoi. Ah oui, on revient de très très loin et c'est un choc vraiment qu'on reçoit. Alors c'est mitigé entre vraiment la joie. Et on se dit, est-ce que c'est vrai surtout, voilà, et on n'y croit pas vraiment jusqu'à ce que l'enfant ou le patient, c'est-à-dire reçoit cette fameuse, ce fameux don de moelle osseuse. Voilà, donc on se dit à chaque étape, peut-être qu'il va se raviser, peut-être qu'il va à la dernière minute, peut-être qu'il peut arriver un malheur. C'est vraiment. Je sais qu'il y a une logistique, mais vraiment terrible, hein, ne serait-ce que pour l'acheminer depuis le Brésil. C'est un travail vraiment formidable que font les médecins greffeurs et les coordinateurs au niveau des hôpitaux. C'est franchement chapeau. Et là, donc pour nous, par exemple, on a dû changer d'hôpital. On était à Trousseau. Et Trousseau n'est pas spécialiste en greffe de moelle osseuse. Il fallait aller à l'hôpital Robert Debré. Là aussi, c'est un autre sentiment parce que c'était un hôpital où on était pratiquement depuis 4 ans. On avait nos repères, nos infirmières, on connaissait tout le monde et tout le monde nous connaissait pour Ilyes aussi. Là, il faut tout recommencer, aller à notre hôpital. Et Ilyes, quand vous lui annoncez, ça y est, tu vas être greffé, qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle est la première chose qu'il vous dit? Il est content, mais il ne mesure pas, au fait. Il ne mesure pas. À l'époque, il avait 6 ans. Donc, 6, oui, voilà, 6 ans. Il avait 6 ans, il sait que c'est quelque chose vraiment d'inouï qui vient de se passer, mais il ne mesure pas parce que, comme expliqué tout à l'heure, il ne mesure pas aussi la gravité. À aucun moment on lui a dit c'est soit la greffe, soit tu vas y rester. Bien sûr, il n'a pas cette... Donc, même on met quand même des filtres pour parler à nos enfants. Et là aussi, quand on est reçu en entretien de pré-greffe, je vous dis que là aussi c'est un sentiment. Nous, on a eu notre entretien avec son médecin référent, professeur Dahl, qui est une personne vraiment exceptionnelle. On a passé l'entretien 1h30 d'entretien. Alors, il a vraiment détaillé, c'est sans filtre, vraiment, à tel jour, J+10, il aura tel médicament. Et ce médicament, très minutieux, mais vraiment, j'ai toujours le document vraiment écrit de sa main.
là, ce médicament va donner tel effet secondaire et ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque, machin. Mais ne vous inquiétez pas, on a une équipe de réanimation. Ouh là là. Et là, il y a ce médicament peut potentiellement attaquer les reins, mais il y a une équipe de dialyse qui est là. Mais c'est pas possible. Quand on est sorti, franchement, on savait pas si c'était vraiment une bonne nouvelle ou une mauvaise. C'est le seul, je pense, c'est le seul acte où on a une décharge, on doit signer un document pour dire qu'on a été informé des risques et on est quand même consentant. C'est un traitement très très lourd. C'est un traitement vraiment lourd. Et ensuite vient la programmation du jour de la greffe. On n'y croit pas. C'est juste une pochette. C'est comme une pochette de plaquettes. Une pochette de sang, oui, une poche de sang. C'est une transfusion en fait. C'est une transfusion et j'ai même la photo d'ailleurs de la poche. Comme souvenir. Comme souvenir. Et là, on se dit, waouh, c'est quelque chose, c'est en quelque sorte la vie à travers quelqu'un a donné une partie de soi. Et là, il va sauver une vie. C'est magnifique. Et comme je le disais et je le dis souvent, en fait, le donneur ne sauve pas une vie. Il sauve beaucoup plus. Sûr, toute une famille. Il sauve toute une famille, tout l'entourage, tous les amis. Exactement. Ouais. Alors, vous deux, vous vous connaissez? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes connus? Est-ce que c'est à travers des réunions ou associatives? Comment ça s'est passé, votre rencontre à tous les deux? Mais on s'est rencontrés. Tu commences ou... Oui, je t'en prie, vas-y. Commence. Nous, on s'est rencontrés via nos combats, là. Comme il dit, je savais que son fils, parce que quand l'ACUT a été créé en 2012, il a parlé du professeur Dahl. Parce qu'il dit que c'était un enfant tellement joyeux, tellement... comme je vous ai parlé, hein, oui. Tous les professeurs, le professeur Dahl, lui, il venait de Trousseau. Moi, Ulysse, il a été suivi de A à Z à Robert Debré. Et donc, du coup, même suivi psychologique, niveau familial, on était vraiment suivis. Hein. Ça, j'ai dit tout à l'heure, je tire chapeau. Même le chef de service, le professeur Barouchel, il a suivi Thomas, il connaissait tous les professeurs. Le chef de service connaissait mes enfants. Le professeur Dahl connaît très bien. Il connaissait très bien Ulysse. Il l'appréciait parce que c'est un enfant qui discutait avec tout le monde. Donc du coup, quand Ulysse est décédé, j'ai dit, il faut que je crée cette association. Il m'a dit, non, Madame Tonier, vous avez le temps, respirez. Vous avez donné pendant 6 ans. J'ai dit, non, il faut que je le fasse. Je ne veux pas que ça reste dans l'oubli. Est-ce que justement, on vous donne un deuxième diagnostic donc, de votre deuxième fils. Comment vous le prenez? Comment vous le recevez? Comment vous l'acceptez? Est-ce que c'est différent du premier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous étiez plus préparé? Vous dites, aujourd'hui, c'est pas comme quand on m'a annoncé le diagnostic d'Ulysse. Comment vous l'avez pris? Je l'ai pris en plein fouet. Hein. Je l'ai pris quand on me l'a annoncé. En plus, Ulysse était hospitalisé. Donc, parfois, je me retrouvais avec les 2 enfants dans le même service, dans 2 chambres différentes. C'est vraiment difficile. Mais je ne peux pas vous dire, comme je dis, hein, je ne peux pas vous dire, mais je me disais, il fallait que je sois forte. Moi, il y a toujours une petite voix qui m'a toujours dit, quel que soit le diagnostic, il faut être forte. Parce que vos enfants, si je me mets... Mon mari, lui, il prend en plein fouet, c'est quelqu'un de réservé, il ne va plus parler, il va rester dans son coin, il ne veut même pas entendre les diagnostics, il ne veut même pas rencontrer ses médecins. Mais moi, je dis, il faut que... C'est comme si je portais tout le monde, en fait. Ce n'est pas que comme si je porte tout le monde. Donc, je n'ai pas droit, je suis formatée comme ça. Donc, je me dis, j'ai mis une casquette en moi, une carapace, en fait, qui fait que ma carapace prend les balles. Je me dis, non, il faut que je reste forte pour eux. Le diagnostic de Thomas, chaque fois, même parfois, il est
sous l'eau, il n'a pas le moral. Les médecins me disent ils n'arrivent pas à le réconforter. Mais moi, je trouve toujours un petit truc. Je lui dis, certes, on a vécu ça, ton frère est parti, mais aujourd'hui, la science évolue. Avant, on ne connaissait pas. Aujourd'hui, nous sommes bien entourés. On a des amis, il y a des réseaux sociaux. On va se battre. On va chercher un donneur pour lui. Ça, je ne peux pas accepter qu'on ne trouvera pas. Pour l'instant, il est là, il se maintient, mais quand le moment viendra, je pense qu'on trouvera un donneur. J'ai cet espoir-là parce que je me dis, il y a tellement de milliers de personnes, même si c'est un donneur sur 1 million, si les jeunes s'inscrivaient, les personnes s'inscrivent, chaque malade devrait trouver un donneur. Et si vous aviez justement quelque chose à dire à des personnes, des parents qui vivent exactement la même situation que vous et qui peut-être se sont renfermés sur eux et ils ont beaucoup de questions dans la tête et ne trouvent pas de réponse parce que ce n'est pas seulement les médecins qui peuvent justement répondre à toutes les questions malheureusement. Et qu'est-ce que vous, Amine, vous pourriez justement dire à ces familles, ces parents qui vivent cette situation? Le plus important, à mon sens, c'est de communiquer et de rester soudés. Si il s'agit de parents, c'est-à-dire des conjoints et tout, il faut communiquer entre vous. Je pense que c'est la clé et ne pas laisser un des parents justement prendre tout le choc et encaisser tout seul. Parce que on a beau être fort, on a beau, je sais pas, avoir tout le courage du monde, on est des êtres humains. Et chaque être humain a, à mon sens, un point de rupture. Exactement. Voilà. Et vous, Corinne? Moi, ce que je dirais aux parents, déjà les parents, je sais que soit ça casse, soit ça passe. Quand il y a un drame comme ça, une maladie, c'est un drame. Dans une famille, soit ça casse, soit ça passe. Il y a des conjoints qui ne sont pas expressifs, qui vont être complémentaires, d'autres qui sont plus forts, d'autres qui vont mettre la tête dans le sable. Mais si c'est qu'il n'y a pas de complémentarité, ça va casser. Donc, il faut être complémentaire. Et je dis aussi aux parents, parce qu'il ne faut pas rester dans son coin à souffrir. Aujourd'hui, il y a des associations. Il faut savoir exprimer sa douleur, sa souffrance. Il ne faut pas garder en soi. Il faut aller vers les autres. Et il faut savoir que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Exactement. 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 Merci beaucoup, Corinne. Alors, pour le dernier mot de la fin, je vous laisse nous dire comment vous retrouvez par rapport à votre association, si des personnes veulent vous rejoindre justement dans cette association, que ce soit Corinne ou Amine. Dites-nous comment faire pour pouvoir adhérer à cette association. Alors, on peut adhérer via les réseaux sociaux. Vous tapez juste Ensemble contre les leucémies et on s'y met depuis très peu de temps, mais bon, c'était, on va dire, c'était notre tendon d'Achille. Mais là, on est en train de remédier et dans les prochains jours, on aura aussi un site web où les gens peuvent aussi adhérer, rester informés. Il y aura un espace aussi réservé aux familles pour s'informer des maladies, pouvoir aussi nous contacter. Alors, ça sera ensemble contre les leucémies.fr, tout collé. Merci. Voilà. Corinne? Alors, nous avons une page Facebook, Association Courage Ulysse Tonnier. Si vous y allez, vous allez trouver toutes les informations. Il y a le lien qui va vous diriger vers notre site internet qui est Clash, vous allez trouver, acute.association.fr. Mais sur la page Facebook, on trouve toutes les infos. Si on veut nous joindre par mail, c'est acute, en minuscule, acut.présidente@gmail.com. Ou alors acut.secrétaire@gmail.com. Donc, il y a toutes les infos sur la page de l'association.
ou alors passer par moi, la présidente Corinne Tonnier, hein, c'est facile à retenir, sur Facebook, m'envoyer un message privé ou sur notre page de l'association, vous pouvez nous envoyer un message privé pour adhérer. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous deux. Je sais que ce n'est pas facile et que vous n'avez pas forcément le temps pour justement accorder à nous les médias pour pouvoir parler de votre vie. Mais je tiens à vous remercier et vous dire, Corinne, quelle femme formidable que vous êtes. Et vous êtes très très courageuse et vraiment je vous tire mon chapeau. Amine, merci infiniment. Je suis très contente que votre fils aille mieux aujourd'hui. Il se porte très très bien et je vous souhaite bonne continuation à tous les deux. Merci. Et toute l'équipe vous remercie de votre participation. Merci à vous. Merci à vous. Merci au toute plateau, à toute l'équipe aussi. Aux téléspectateurs, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont écouter notre message. Merci. Adhérez, inscrivez-vous. Vous aussi les deux. J'espère que vous allez devenir les veilleurs de vie. Voilà, donc notre émission s'achève. Donc c'était sur la leucémie. Nous avons accueilli deux formidables personnes qui étaient là pour nous parler justement de leur vie. Donc dans l'émission Ma vie, mon combat. On se retrouve très 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 bientôt dans votre émission. Au revoir.